Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Ping. Bonjour Olivier. Bonjour Greg. Comment ça va aujourd'hui? Super. Bon, on va parler de leadership, parce que c'est un podcast sur le leadership. Il paraît. Pas de secret. Et on va parler plus spécifiquement de la prise de décision, qui est un sujet majeur quand on est un leader, mais quand on a des positions de management dans une entreprise de manière générale. Peut-être que la première question qui va être très large, mais qui me semble intéressante, c'est quoi les principales erreurs que tu vois dans la prise de décision, de manière générale, et après on rentrera de manière peut-être plus spécifique. Écoute, puisqu'on parle de leadership, la principale erreur que je vois les gens faire quand ils prennent des décisions, c'est de s'imaginer que pour être un leader, quand on prend des décisions, il faut être sûr de soi. Il faut avoir les réponses, il faut savoir, il ne faut pas douter. Et cette idée que le leader, c'est quelqu'un qui ne doute pas, que c'est quelqu'un qui dissipe les brumes de l'incertitude, qui élimine l'ambiguïté, qui simplifie la complexité, qui tranche dans l'incertitude. Cette idée, en fait, est très répandue. D'ailleurs, ce que je viens de dire paraît pas fondamentalement choquant. Quand je dis un leader, c'est quelqu'un qui... Il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec ce que je viens de dire. Et je crois que cette idée est profondément néfaste. Donc pour moi, la plus grande erreur que font les leaders quand ils prennent des décisions, c'est de se conformer à cette espèce de stéréotype qui veut que le leader soit quelqu'un qui ne connaît pas le doute. C'est quoi la valeur du doute? La valeur du doute, c'est d'essayer de ne pas prendre des mauvaises décisions. La valeur du doute, c'est qu'il nous rapproche un petit peu de la réalité, et la réalité est compliquée, la réalité est incertaine, la réalité est ambiguë. Quand je suis sûr à 100% de quelque chose, à quelques rares exceptions près, c'est probablement que j'ai sous-estimé la difficulté du problème. Si un problème remonte jusqu'à un leader, du genre de leader qui nous écoute, et qu'on lui demande de décider dessus, c'est probablement que le problème n'est pas évident. Si il ou elle se convainc que ce problème est évident, c'est pour arriver à se convaincre qu'on peut décider facilement. Et on va parler de pourquoi c'est tentant et pourquoi c'est quelquefois nécessaire. Mais en fait, si je suis convaincu à 100% que je suis en train, par exemple, de recruter le bon candidat parmi les 3 qui sont en finale, c'est probablement que je suis passé à côté d'une partie du problème parce que je ne peux pas être sûr. Avec les informations dont je dispose sur les candidats que j'ai, je prends cet exemple simple parce que c'est un exemple de décision assez pure. Voilà, on a présélectionné des candidats, j'en ai vu 3 en entretien final, j'ai l'avis de mes collègues qui les ont vus aussi, je dois trancher. Si je suis sûr à 100% que c'est A qui est meilleur que B et C, c'est probablement que je suis passé à côté d'une partie du problème. Parce que si c'était si simple, on ne serait pas arrivé jusque-là, par hypothèse. Alors évidemment, il y a des exceptions. Il y a des fois où on se dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on s'est fait des nœuds au cerveau? Ce truc est évident, ça arrive. Mais reconnaître la complexité du problème, reconnaître l'ambiguïté d'une situation, reconnaître qu'on a le droit d'être sûr à 70% et néanmoins de prendre la décision, et non pas de prétendre qu'on est sûr à 100% pour se rassurer en la prenant, je pense que c'est une des grandes qualités d'un leader dans un monde d'incertitude. Et néanmoins, il apprend la décision, c'est-à-dire qu'il doit la prendre. Néanmoins, on doit prendre la décision. On doit être capable de, et c'est une discipline différente, on doit être capable de se dire, je suis pas sûr, pas parce que je suis incapable d'être sûr, pas parce que je suis un mauvais leader, pas parce que je suis incapable de trancher, je suis pas sûr parce que ce n'est pas sûr. La réalité fait qu'on est dans l'incertitude. Néanmoins, il faut que je décide avec les éléments dont je dispose. Et qu'est-ce que ça change de dire ça? Ça change d'abord que je suis prêt, quand les faits vont changer, à remettre en cause ma décision. Si je dis, on va prendre un exemple dans l'actualité récente, si je dis on va confiner tout le monde, mais vous inquiétez pas, dans 6 semaines ça sera terminé, j'en suis sûr. 6 semaines plus tard, quand en fait c'est pas terminé, je suis très embêté. Parce que j'avais annoncé que j'étais sûr. Si je dis au contraire, on verra en fonction des critères suivants quand est-ce qu'on pourra changer de politique, et la seule chose que je peux vous promettre, c'est qu'on s'adaptera à la réalité, en fait, je suis en train d'être d'abord honnête, ensuite de ne pas me tirer dans le pied en prenant des engagements que je ne pourrais pas tenir, et enfin, je suis en train de témoigner du respect pour la logique, pour la réalité, pour la science, dans le cas d'espèce, mais ce n'est pas forcément pour la science. Prenons l'exemple d'un candidat, c'est la même histoire. Si je dis, je suis sûr à 100% que c'est le bon candidat, je m'engage, je dis, ouais, avec mon jugement, avec mon insight sur la personnalité de ce candidat, avec toute mon expérience, je vous dis à vous, mes collaborateurs, que c'est celui-là le meilleur. On le recrute, et puis il s'avère qu'en fait, il n'est pas terrible. Et je suis embêté. Je suis très embêté. Si j'avais dit, c'est un choix difficile, il faut qu'on tranche, parce qu'on est là pour trancher.
on va prendre le candidat A parce qu'il nous semble meilleur que les candidats B et C, mais c'est un choix difficile et franchement, on avait le droit d'être d'un avis différent. D'abord, mes collaborateurs se sentent plus respectés parce que celui qui pensait que B était meilleur et celui qui pensait que C était meilleur, je leur dis pas qu'ils sont idiots, je leur dis que leur avis était respectable et que on avait le droit, en étant des gens intelligents et compétents, d'avoir un avis différent. Et ensuite, si 2 mois plus tard, il s'avère que le candidat A fait vraiment pas l'affaire, c'est beaucoup plus facile pour moi de lui dire qu'on est désolé, mais on va pas reconduire sa période d'essai parce que je ne suis pas remis en question. Donc je garde de la flexibilité. Avec l'incertitude, doit venir le doute, et le doute permet la flexibilité. Le doute ne doit pas interdire de trancher. C'est ça la difficulté psychologique, c'est qu'il faut arriver à avoir le niveau de confiance suffisant dans sa décision, arriver à avoir le sentiment subjectif qu'on est capable de prendre la décision, et néanmoins reconnaître l'incertitude qu'il y a derrière cette décision. Est-ce que un des points, finalement, c'est de se dire que le plus important quand on prend des décisions, c'est de se poser les bonnes questions. Ça peut sembler un peu basique de dire ça comme ça, mais en fait, parce que j'essaie aussi que tu as écrit des bouquins sur le sujet, on a l'impression de se poser les bonnes questions, mais finalement, en fait, il y en a beaucoup plus, et on devrait peut-être rentrer dans cette démarche un peu socratique de reposer des questions très simples, très basiques. Alors très simple et très basique, ou pas, ou au contraire compliqué. Le grand défi quand on est face à un problème où il y a de l'incertitude, et je reprends l'exemple du recrutement parce qu'encore une fois il est assez pur et que c'est un problème typique d'incertitude. Pour donner un peu de contexte, moi ça m'arrive souvent de parler à des DRH qui me parlent de leurs décisions de recrutement et je les entends me dire des choses du genre « Ah moi quand le candidat sort de l'ascenseur, je sais tout de suite s'il va faire l'affaire ou pas ». Parce que mon jugement, mon expérience, mon expertise, mon instinct sont tels que je le sens, je le sais tout de suite. En fait, entendre une chose comme ça, c'est très préoccupant, parce que toutes les études qu'on a sur les décisions de recrutement, de sélection du personnel, nous montrent depuis un siècle qu'on fait ces études. C'est pas, je ne te parle pas du travail de cette année. Il y a un siècle d'études sur des milliers d'études qui concernent des millions ou des dizaines de millions de recrutements. On sait en fait que, avec l'information dont on dispose au moment où on va prendre la décision, c'est très difficile de prendre la bonne décision. C'est-à-dire que c'est très difficile d'observer a posteriori qu'entre le jugement que tu fais quand tu vois un candidat et la performance de ce candidat mesurée un certain nombre de mois ou d'années plus tard, il va y avoir une bonne corrélation. S'il y avait une bonne corrélation, on pourrait dire oui, ton jugement est une bonne prévision de la performance future. Comme il n'y a pas une bonne corrélation, on peut dire en général, le jugement des recruteurs n'est pas une très bonne prédiction de la performance future. Pourquoi ? Parce que les recruteurs sont incompétents, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont négligents, parce qu'ils sont pourris, parce qu'ils sont biaisés. Non. Parce que c'est dur. C'est tout simplement très difficile de voir quelqu'un dans un entretien pendant 45 minutes, où cette personne d'ailleurs fait du mieux possible pour t'enfumer, parce qu'elle est là pour ça. C'est le principe. C'est quand même le principe. Et donc sur la base de cet entretien de 45 minutes, où quelqu'un va t'expliquer toutes les raisons pour lesquelles il est formidable, tu dois essayer de déterminer si cette personne, dans un environnement que tu ne connais pas, dans un job qui va évoluer, que cette personne elle-même ne connaît pas bien, dans un contexte personnel pour cette personne qui va varier, parce que peut-être qu'elle sera malade, peut-être qu'elle va divorcer, peut-être qu'elle aura des problèmes dans sa vie personnelle, ou au contraire, peut-être que les problèmes qu'elle avait vont se résoudre. Bref, des tas de choses dans l'environnement de ta société, de la personne, de l'économie vont se produire qui font que le succès de cette personne est complètement imprévisible. Et pourtant, on attend de nous-mêmes qu'on soit sûr à 100% que c'est la bonne personne ou c'est pas la bonne personne. C'est idiot. En fait, tout ce qu'on peut espérer avoir, si on est logique, c'est un niveau de confiance dans le fait que la personne va réussir dans le job qui est plus ou moins élevé. Je peux être confiant à 75% que cette personne va réussir dans le job. Je peux être confiant à 70%, c'est un peu moins. Je peux être confiant à 50%, je suis vraiment pas sûr. Je peux être confiant à 20%, je prends pas le pari. Voilà. Mais 100% ou 0%, il faut vraiment avoir affaire à des cas extrêmes. Ça peut arriver, on peut dire vraiment cette personne, elle parle pas anglais, c'est pour un poste aux États-Unis, ça va pas le faire. Bon, ok, 0. Mais en dehors des cas comme ça, qui normalement n'arrivent pas jusqu'aux décideurs importants, normalement ils doivent être présélectionnés, on est sur des nuances de gris. Et notre incapacité à reconnaître ces nuances de gris, ou notre volonté d'ignorer ces nuances de gris et de simplifier comme si c'était blanc ou noir, nous interdit de reconnaître la complexité. En fait, ce qu'il faut qu'on apprenne à faire pour être un bon décideur, pour être un bon leader dans l'incertitude, c'est à dire, il y a deux questions différentes. Il y a la question de qu'est-ce qu'on pense en termes de niveau de confiance dans la décision qu'on prend, et la question de qu'est-ce qu'on décide.
Si je suis convaincu à 70% que c'est le bon candidat, je ne dis pas qu'il faut mettre des chiffres, mais c'est pour illustrer. Si je suis convaincu à 70% que c'est le bon candidat, est-ce que le niveau de certitude à partir duquel je recrute, c'est 65 et je dis oui, ou c'est 80 et je dis non? Et en fait, ça c'est une question qu'on devrait tous se poser. Quel est le niveau de confiance qu'il faut que j'ai pour prendre une décision? Parce que on n'a jamais une information pure, on n'a jamais, enfin, encore une fois il y a des exceptions à tout, mais on n'est jamais à 100 ou à 0. On veut trancher sur oui ou non, mais oui ou non ne correspond pas forcément à 0 ou 100% de confiance. Oui peut correspondre à n'importe quoi au-dessus de 80% de confiance. Et non peut correspondre à n'importe quoi en dessous. Et la barre peut être plus basse pour certaines décisions. Il y a des décisions où le risque n'est pas très élevé, on peut abaisser le niveau de certitude nécessaire. Il y a des décisions où le risque est très élevé, et on peut augmenter le niveau de certitude nécessaire. Et là, tu parles de recrutement, mais on pourrait aussi parler de stratégie. Il y a un anthropologue qui me disait un truc hyper intéressant, je trouvais. Il me disait, en fait, quand une chose te paraît extrêmement simple et très logique, et que du coup, tu arrives à une finalité, à une conclusion qui paraît évidente, c'est sans doute qu'il y a un problème. Il y a un problème, parce qu'en fait, la réalité est complexe. C'est exactement si ça semble logique, et pour la stratégie, je pense que pour les recrutements, c'est une chose, mais quand il s'agit de stratégie d'entreprise, de faire bouger une boîte, c'est beaucoup plus... alors, même si tu le fais jamais du jour au lendemain, évidemment, mais c'est beaucoup plus engageant. Et la méthode... enfin, en tout cas, les problématiques sont les mêmes. Est-ce qu'il existe des méthodes, justement, pour réduire ce risque de décision? Alors, pour réduire quel risque? Le risque de... Je sais pas, c'est un risque de mauvaise décision, en fait. Réduire le risque déjà, comprendre qu'on peut douter, mais... Une méthode pour prendre la décision. Une méthode pour prendre la bonne décision, c'est une méthode pour réduire le risque de prendre la mauvaise. Parce que là aussi, il y a une distinction qu'on ne fait pas toujours, mais qui est conceptuellement à la fois évidente et importante. C'est que la bonne décision, quand je demande aux gens, racontez-moi une bonne décision, racontez-moi une mauvaise décision, en fait, ce qu'ils me racontent, c'est une décision qui a donné des bons résultats ou des mauvais résultats. Mais il y a des mauvaises décisions qui donnent des bons résultats et des bonnes décisions qui donnent des mauvais résultats. Si je te propose de jouer à pile ou face et que je te dis pile tu perds 1 euro, face tu gagnes 1000 euros, c'est une bonne décision d'accepter le pari. Mais si tu perds, tu auras perdu 1 euro. Est-ce que ça aurait été pour autant une mauvaise décision? Non, ça aurait été une bonne décision qui donne un mauvais résultat. Je prends un exemple simpliste, mais en réalité, des décisions comme ça, il y en a des tas. Un exemple que j'aime bien, c'est Jeff Bezos, à qui on demande pourquoi il a lancé un téléphone qui s'appelait le Fire Phone, qui était un échec total, une catastrophe. Il lance un produit qui est censé être un concurrent de l'iPhone et des téléphones Android. Il le vend $400, je crois. Le produit a quelques avantages, mais qui ne sont pas particulièrement percutants. Et puis, quelques mois plus tard, il se rend à l'évidence que c'était une catastrophe. Il brade le stock en le donnant pour 99 cents aux gens qui veulent bien l'en débarrasser. Et donc, ça coûte quelques centaines de millions à Amazon. Et on lui demande, à une réunion d'analystes, Monsieur Bezos, comment est-ce que vous expliquez cet échec consternant? Vraiment, c'est une erreur de débutant. Et Bezos répond, si vous pensez que c'est un gros échec, laissez-moi vous dire qu'on travaille sur des échecs bien plus gros en ce moment. Et que certains d'entre eux vont être tellement énormes qui feront que le Fire Phone sera un tout petit point sur la courbe qu'on ne repérera même plus à côté. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jeff Bezos, quand il dit ça? Il ne veut pas juste dire aux analystes financiers qu'il les enquiquine. Clairement, fait partie du message. Mais il veut surtout dire une chose très importante, c'est que quand on prend des risques, on va forcément avoir des échecs. Si on ne joue qu'à coup sûr, c'est qu'on ne prend pas de risques. Et si on prend des risques et qu'on ne joue pas à coup sûr, on va forcément avoir des échecs. Si on prend des gros risques, on va forcément, de temps à autre, avoir des gros échecs. C'est pour ça qu'il dit on travaille sur des échecs bien plus gros que celui que vous avez vu. Et si on ne prenait pas de risques, si on laissait la peur de l'échec s'installer dans une organisation comme Amazon, on condamnerait Amazon à ne plus croître, à ne plus se développer, ce qui en fait est la mort assurée. Donc ce que veut faire Bezos quand il dit ça, c'est distinguer la prise de risque avec les bonnes décisions qui peuvent donner des échecs et qui peuvent aussi donner, et qui donnent chez Amazon de grands succès. Ça, c'est bien, il faut le célébrer, il faut le faire, c'est prendre les bonnes décisions. Et les mauvaises décisions. Les mauvaises décisions, il n'est pas pour. Les mauvaises décisions, il est contre. Souvent, on me dit, mais que pensez-vous du droit à l'erreur ?
le droit à l'erreur, moi je connais pas. Je connais le droit à l'échec. Le droit à l'échec, c'est très important. Parce que si on prend des risques, il y aura des échecs. Faire des erreurs, c'est-à-dire au moment où on prend la décision, prendre la mauvaise décision, ça c'est pas bien. Il faut essayer d'éviter. Personne ne va au bureau le matin en se disant aujourd'hui je vais faire des erreurs. En revanche, on devrait tous aller au bureau ce matin en se disant cette année, pas forcément aujourd'hui, mais cette année je vais avoir des échecs et des succès. Et j'essaierai de tirer les leçons des uns et des autres d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que j'aurais pris les mauvaises décisions. Donc la première distinction à faire, si on veut prendre les bonnes décisions, comme tu dis, c'est de se dire que la bonne décision, c'est pas forcément une décision qui garantit le succès. C'est une décision qui nous donne les meilleures chances de succès avec les informations qu'on a, mais on peut décider en conscience, en connaissance de cause, qu'on va prendre des risques et que donc on aura, dans un certain nombre de cas, des échecs. Et ça sera des bons échecs. Ça me fait réfléchir à quelque chose que moi je dis régulièrement. J'ai l'impression que dans les grosses boîtes, tu vois, qu'on considère comme des paquebots, on a beaucoup de... Alors moi je différencie manager, leader, parce qu'il y a des gens qui gèrent une société. C'est-à-dire on leur donne une boîte à un instant T et leur job c'est de la ramener 5 ans plus tard à un point Y, Z. Mais en fait, eux, finalement, ils sont dans une situation où la meilleure décision pour eux, pour leur carrière, c'est de surtout pas prendre de risques. Et je trouve que dans une période dans laquelle on rentre, et on l'a vu aussi avec le digital quelque part, mais là, ça va être bien plus fort, bien plus... Voilà, quoique il y en a quelques boîtes qui ont quand même souffert du digital qui ont perdu pas mal de parts de marché, voire plus. Ça demande de la prise de risque. Et je trouve que la prise de risque, c'est quelque chose qu'on a pour pas mal de leaders, pas dans les PME, dans les petites boîtes, mais plutôt dans les grosses boîtes, dans les grosses structures. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque finalement. Pour une raison simple, c'est que le manager, comme tu dis, a tout intérêt à ne pas prendre de risques. Mais c'est ça. Personnellement, dans la plupart des organisations. Il y a des exceptions à tout, mais le modèle typique, si tu veux, on peut le résumer par une expérience assez simple que j'avais faite il y a quelques années d'ailleurs. Tu proposes une espèce de pari, un peu comme celui que je te donnais où je te disais tu joues à pile ou face, pile tu perds 1 euro, face tu en gagnes 1000, mais avec des chiffres un peu moins extrêmes. Un pari comme ça ressemble par exemple à un projet de R&D. Un projet de R&D où tu dis si tu fais le projet et que ça marche pas, tu auras perdu ta mise, si ça marche, tu auras gagné beaucoup plus que ta mise. Donc en fonction du beaucoup plus, c'est a priori un bon risque à prendre. Alors, si le beaucoup plus c'est 1,5 fois, c'est pas terrible. Si le beaucoup plus c'est 5 fois plus, c'est mieux. Mais évidemment, ça dépend de la probabilité de succès. Et donc tu demandes à tes répondants, à tes managers dans une grande organisation, quelle est la probabilité de succès qu'il faut que vous ayez pour accepter de prendre ce risque. Et tu t'aperçois qu'en fait, la réponse qu'ils te donnent n'est pas rationnelle au sens économique. C'est-à-dire que si tu leur dis vous allez gagner 4 fois plus que ce que vous risquez de perdre, au lieu de te dire il faut que j'ai au moins une chance sur 4 ou un peu mieux pour que ça soit bien, ils te disent ah non, il faut que j'ai quand même 4 chances sur 5 que ça réussisse. Alors c'est pas logique, entre guillemets. Tu peux te dire que c'est logique parce qu'ils ont l'habitude que quand on leur dise 80% de chances de succès, en fait, ça veut dire 25. Donc tu peux te dire qu'ils discountent. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde te donne une réponse qui est très prudente, alors que si tu demandes ensuite à leur patron quel risque vous voudriez que les gens dans votre organisation prennent, les patrons veulent que les gens prennent des risques. Ils disent, mais évidemment, s'il y a des projets comme ça, je voudrais qu'on les fasse. Surtout que si on en faisait 10, dans le portefeuille, il y en aurait qui réussiraient. Donc c'est évident que prendre des risques de ce genre-là dans une organisation, c'est la bonne chose pour l'organisation. Mais pour chacun des individus à qui on demande de prendre ce risque, leur réponse c'est « pas moi ». Pourquoi ? Parce que chacun de ces individus sait, et il a raison, il pense, et il a raison de le penser, il sait que si ça réussit, on dira oui, ça devait réussir. Si ça échoue, on dira mais c'était évident que ça allait échouer, pourquoi est-ce que cet imbécile a fait ce truc-là ? Et c'est très difficile dans une organisation de créer une culture dans laquelle on assure les gens que s'ils prennent un risque et qu'ils échouent, s'ils prennent le bon risque et qu'ils échouent, non seulement ils ne seront pas pénalisés, mais comme dans l'exemple de Jeff Bezos dont je parlais tout à l'heure, ils seront célébrés et on assurera tout le monde qu'on continuera à faire pareil. Une fois qu'on a pris le pli de devenir risque averse, une fois qu'on a pris le pli de signifier aux gens que ceux qui échouent seront pénalisés, implicitement ou explicitement, en fait, ça devient très difficile de les rassurer sur le contraire, parce que
les promesses ne sont pas très convaincantes. Donc c'est un problème compliqué. C'est Dick Thaler, le prix Nobel d'économie d'il y a 2 ou 3 ans, qui a beaucoup travaillé sur l'économie comportementale, dit que c'est un des problèmes les plus compliqués auxquels un PDG puisse faire face. De créer un alignement dans l'organisation entre le niveau d'appétit pour le risque de l'organisation. Une organisation à but lucratif doit avoir un certain appétit pour le risque. Si elle ne prend pas de risque, elle est morte. Et l'aversion au risque des individus dans l'organisation qui pensent à leur intérêt personnel, à leur carrière, à leur réputation, et pour qui, en fait, le choix le plus sûr est de ne pas faire de vagues. Et puis, il y a tout un système de croyances. Il y a cette phrase qu'on a beaucoup utilisée, en tout cas que moi j'utilisais beaucoup en conférence sur le digital. Je disais, on a toujours fait comme ça. Et j'ai vu tellement de directeurs marketing me dire, mais tu vas challenger à l'époque, il y a quelques années, le digital, en disant, et puis moi, du coup, je leur challengeais, je sais pas, de la PLV par exemple, en disant, mais c'est quoi le ROI de votre PLV, précisément, qui vous coûte quand même beaucoup d'argent. Ah bah oui, mais on en a toujours fait. On a toujours fait comme ça, qui est sans doute la plus mauvaise des raisons de prendre des décisions, mais ça se fait quand même beaucoup comme ça. C'est-à-dire, en fait, il y a aussi tout un système de croyances et d'expériences sur lesquelles tu t'appuies quand il y a des, Bien sûr. Quand il y a des coupures comme ça, comme le digital, mais là, avec les révolutions qui sont en train d'arriver, il va y avoir, voilà, en anglais, des breakthroughs, en fait, qui vont faire changer la donne. Oui, et on s'appuie sur on a toujours fait comme ça, parce que la plupart du temps, quand on n'est pas dans un breakthrough, comme tu dis, quand on n'est pas dans une rupture, continuer à faire comme on a toujours fait nous réussit pas mal. L'heuristique qui consiste à reproduire ce qui nous a réussi est une assez bonne heuristique dans la vie. De manière générale, si on continue à faire ce qui a bien marché, en général, ça fonctionne, sauf quand on est face à une évolution radicale. Alors, il faut se méfier, cela dit, du culte de la rupture et de la transformation. Moi, je suis frappé par le fait que chaque fois que je parle à n'importe qui dans une organisation, typiquement pour moi, c'est quand ils me disent « Alors, il faut qu'on vous explique notre contexte parce que vous allez venir nous parler pour une conférence ou pour un workshop, etc. » Et invariablement, ils me disent « Vous comprenez, on est en pleine transformation. » Et alors, la première question que je pose, généralement, c'est « Mais vous vous transformez en quoi exactement ?» Et j'ai jamais eu une réponse claire à ça. C'est-à-dire que les gens ont une espèce de conscience de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on est dans une période d'incertitude où il faut changer. Donc il faut qu'on remette en question ce qu'on faisait, mais sans nécessairement avoir une vision très claire du point d'arrivée ou même de la direction dans laquelle ils veulent se transformer. Et donc on entend généralement toutes sortes de platitudes et de généralités plus ou moins contradictoires entre elles d'ailleurs, sans avoir une vision très claire de ce qu'on cherche à faire. Donc, avant de remettre en cause le statu quo parce que c'est le statu quo, et d'invoquer la transformation ou la rupture ou la discontinuité ou le breakthrough comme des espèces de grands thèmes généraux, je trouve que c'est utile de se demander pour changer quoi exactement. Et on n'a pas toujours une réponse très claire à ça. D'accord. Hyper intéressant. Et il y a aussi un point que tu as abordé un tout petit peu, mais qui me semble hyper essentiel, qui est la politique dans les entreprises, et donc le jeu qu'il peut y avoir entre les différents managers, et le fait que parfois des décisions qui sont importantes, nécessaires, qui semblent être vraiment qui ont des gros potentiels de succès, ne sont pas prises à cause de ces jeux politiques. Et derrière, je voulais te parler d'une chose dont tout le monde souffre, plus ou moins, pas les leaders, mais souvent les équipes en dessous, qui est le HIPPO, que tu peux sans doute expliciter, parce que je trouve que c'est toujours un point qu'on vit en entreprise. Ouais, le HIPPO, c'est le Highest Paid Person's Opinion. C'est le fait que, au fond, c'est au feeling de la personne la plus élevée dans l'organisation que la décision va se prendre et pas sur la base des faits. Alors, c'est un problème important parce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de prendre une mauvaise décision ? Il y a 2 approches, la mauvaise et la bonne. La mauvaise, c'est celle-là. C'est celle qui consiste à dire, on va s'en remettre entre ton jugement et mon jugement, puisque c'est toi le chef, c'est forcément ton jugement qui est le bon, oui chef. Bon. L'autre approche, c'est de se dire, on va essayer d'avoir des faits, on va essayer de structurer la décision, on va essayer d'avoir des critères, de se mettre d'accord sur la manière de la prendre. Alors c'est pas drôle, c'est un peu pédestre, je suis en train de raconter. Quoi, vous voulez des process, des checklists, de la bureaucratie ? C'est tellement plus sympa de dire, ah, ça je le sens bien. Et puis là, on va prendre un risque, on va y aller. Ou moi, ma femme fait ça, ou moi, mon mari fait ça. Ou mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 minutes, tu disais, il y a des managers qui prennent pas de risques, et puis il y en a qui prennent des risques, et il faut célébrer ceux qui prennent des risques. Et implicitement, tu le disais pas, mais implicitement, quand on dit ça, on dit souvent,
il y a des gens qui font confiance à leur jugement, là où, en fait, le calcul, la rationalité dirait qu'il ne faut pas prendre de risques, et il y a des gens qui se disent « ouais, moi j'y vais ». Et là, on les célèbre. Mais quand on n'est pas d'accord avec eux, on dit « ah non, là, il prend une décision sur la base de ce que lui dit sa femme, ou sur la base de la dernière personne qui a parlé, et pourquoi est-ce qu'on devrait se fier à l'opinion de la dernière personne qui a parlé plutôt qu'à une autre ?» On voit bien le double standard, c'est qu'en fonction de notre propre biais de confirmation, c'est-à-dire de ce qu'on a envie d'entendre en fait, on va considérer que l'intuition, le jugement, l'opinion de la personne sont une bonne chose, parce qu'elles nous permettent de trancher dans l'inertie de l'organisation, de surmonter cette incertitude, d'éviter de rester enlisé, d'éviter de continuer à faire comme on a toujours fait. Ah super, vive le leadership de celui qui prend des risques. Ou au contraire, on va dire que c'est l'arbitraire, l'opinion de la personne la mieux payée, et pourquoi la sienne n'est pas la mienne, et mes projets sont rabotés au fur et à mesure que les personnes dans l'organisation les évaluent avec leur propre jugement. On voit bien qu'il y a un double standard. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit on accepte que les gens prennent des décisions au feeling, highest paid person's opinion, soit on n'accepte pas. Moi, mon avis, c'est qu'on ne devrait pas accepter. Et qu'on ne devrait pas accepter quand il s'agit de refuser les risques et de tuer les projets, mais qu'on ne devrait pas non plus accepter quand il s'agit d'en prendre. On devrait être capable de dire, quand on décide de prendre un risque, on décide de prendre un risque sur une base rationnelle, sur une base aussi collégiale que possible, soit dit en passant. Ça ne veut pas dire qu'on va voter, mais ça veut dire qu'on aura pris l'input de tout le monde. On n'est pas obligé d'être tout seul à décider, et on n'est pas obligé de le faire sur la base de son gut feeling. La bonne méthode, à mon avis, pour trancher dans l'incertitude, c'est celle-là. C'est pas celle qui consiste à dire « je vais le faire au feeling », c'est celle qui consiste à essayer de le faire de manière aussi logique que possible. Et tu m'avais parlé de la méthode que tu peux nous réexpliquer ici. Quand un enfant naît et qu'on décide s'il est pas viable ou pas viable, mais est-ce qu'on doit l'emmener dans des soins? Oui, c'est un exemple de structuration du jugement. Quand je te dis c'est un peu pédestre et c'est un peu ennuyeux de dire on va fixer des critères, l'exemple que tu donnes, c'est celui du score d'Apgar en français. En fait, la décision quand un nouveau-né vient au monde de dire est-ce que ce nouveau-né est en bonne santé ou est-ce qu'il a besoin d'aide, est-ce qu'on doit le mettre par exemple sous assistance respiratoire ou autre, c'est un jugement. C'est pas une mesure unique où on dit voilà on prend son pouls, c'est un des éléments, mais c'est pas une mesure unique où on dit un pouls à plus de temps c'est bien, un pouls à moins de temps c'est pas bien. Donc en fait c'est un jugement. Et ce jugement, les praticiens le faisaient en regardant le bébé, en disant bah, je le sens bien ou je le sens pas bien. C'était the highest paid person's opinion dans la salle de travail. En fait, un jour, une pédiatre ou une anesthésiologue, je crois, qui s'appelle Virginia Apgar, a dit on va essayer de codifier ce jugement, on va essayer de dire quels sont les critères. Et donc elle a interrogé ses collègues qui lui ont dit en fait il y a 5 critères qui rentrent dans la décision. Il y a l'apparence du bébé, c'est-à-dire est-ce qu'il a la peau de la bonne couleur ou est-ce qu'il est plutôt bleu. Il y a son pouls, ça c'est un truc qu'on peut mesurer. Il y a ses réflexes, la grimace du bébé quand on stimule des réflexes. Il y a 2 autres choses que j'oublie, mais peu importe. Donc il y a 5 critères. Si on donne une note entre 0 et 2 sur chaque critère, 0 c'est vraiment pas bon, 1 c'est ok, 2 c'est très bien, et qu'on additionne les 5 chiffres, si ça fait plus de 7 on est bien, si ça fait moins de 7 on n'est pas bien. Avec ce chiffre-là, ce score d'Apgar, on a beaucoup moins de variabilité du jugement et on prend des meilleures décisions. Donc c'est un exemple tout bête, mais vital, de décision structurée. Applique ça à n'importe quelle décision. J'ai des candidats, je dois décider qui je recrute. Je peux dire, c'est ce que font la plupart des gens, oui, bon, d'accord, il y a une job description, mais il y a des candidats, je les sens bien, et des candidats, je les sens pas. Et il faut faire confiance à son intuition. Et il faut sentir le petit message qui nous dit, le signal faible qui nous dit, ah non, là quand même, j'ai un doute, je le sens pas, et quand il y a un doute, il faut faire attention. On peut dire ça. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des grandes majorités des professionnels qui prennent ces décisions-là. On peut aussi démontrer que les jugements qu'on prend comme ça sont moins bons que ceux qu'on prend en structurant la décision. Notre intuition n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire. Notre intuition nous dit, mais attends, si tu structures la décision, tu dis, là voilà, lui, il passe la barre là-dessus, il passe la barre là-dessus, il passe la barre là-dessus, donc on doit le prendre, mais quand même, je le sens pas. Ou au contraire, tu vas dire, oui, alors là, tu me dis qu'il n'a pas ce qu'il faut là-dessus, mais il l'a là-dessus, il l'a là-dessus, il l'a pas là-dessus.
Ouais, mais ça, il peut l'apprendre. C'est un type super. Je l'ai vu, il m'a l'air d'avoir une pêche d'enfer. Et puis, il est hyper motivé. Donc, on va l'aider. On va faire en sorte qu'il réussisse. Je comprends ce raisonnement. Je l'ai pratiqué moi-même. Je suis tenté de continuer à le pratiquer quand je suis dans cette situation-là. Mais en fait, ce que te dit de manière irréfutable la masse des connaissances accumulées sur ce sujet, c'est que, en moyenne, sur un grand nombre de décisions, si tu prends une décision structurée, comme le score d'Apgar pour évaluer les bébés à la naissance, si tu évalues tes candidats séparément sur chaque dimension avec des critères aussi objectifs que possible et aussi comparatifs que possible, tu prendras une meilleure décision en moyenne qu'en te fiant à ton intuition. Alors bien sûr, n'importe quel professionnel à qui je dis ça me dit « Oui, mais moi je me souviens d'un gars qui passait pas les cases et qui, néanmoins, s'est trouvé être génial. Et d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, c'est notre PDG. Et si on avait appliqué votre méthode, on l'aurait pas recruté. » Et inversement, qu'ils disent « Oui, mais moi, je me souviens d'un gars qui passait tous les critères, et on l'a recruté, et puis ensuite, on s'est aperçu qu'en fait, c'était une catastrophe parce qu'il nous avait caché quelque chose, etc. » On trouvera toujours le contre-exemple. Parce que je te parle de statistiques. Encore une fois, le but de la décision, c'est pas d'avoir bon à tous les coups. On n'a pas bon à tous les coups, c'est d'avoir la meilleure chance de succès. Donc, si tu juges sur des exemples, tu ne trouveras pas la bonne méthode. Si tu juges sur des statistiques, tu trouveras la bonne méthode. On sait quelle est la bonne méthode, sur cet exemple-là, mais ça s'applique aussi aux décisions stratégiques, par extension. On sait qu'une décision structurée, où on sait quels sont nos critères, où on les évalue aussi séparément que possible, aussi objectivement que possible, avec autant d'évaluations différentes que possible, autant d'inputs différents que possible, vont nous donner des meilleures décisions que des décisions holistiques, globales, où on se fait un jugement intuitif. Et pourtant, on a très envie, et c'est là qu'on en vient au leadership, on a très envie d'utiliser son jugement intuitif. On associe le leadership à une espèce de qualité magique, une espèce d'aptitude innée ou acquise, mais souvent innée, à sentir cette espèce de chose ineffable qui est la vision, la direction du marché, le sens de l'histoire. Et donc, on se dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui va être capable, avec cet instinct, avec cette intuition, de nous convaincre qu'il va faire advenir sa vision. Alors, c'est merveilleux, hein, c'est formidable. Malheureusement, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Tu pourrais nous parler du rôle de la diversité dans la prise de décision? Est-ce que c'est important, pas important? Parce qu'on parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup de genre, de couleur de peau, d'origine sociale, etc., etc. Est-ce que ça a vraiment un rôle pour prendre des meilleures décisions? Alors c'est très important. C'est très important d'abord pour une raison fondamentale, qui est une raison de justice, une raison d'équité, une raison de principe. On ne devrait pas avoir besoin de penser que la diversité aide à prendre des bonnes décisions pour vouloir éliminer les injustices qui font qu'on n'a pas de diversité. On devrait être capable de se dire que si une chose est bonne, au sens éthique, on la fait parce qu'elle est bonne au sens éthique, pas parce qu'elle donne de bons résultats. Curieusement, le discours ambiant, c'est que il faut de la diversité parce que ça va vous rendre plus performant. C'est non seulement contestable d'un point de vue éthique, parce que, encore une fois, si on me disait ça va vous rendre, si je te disais ça va vous rendre plus performant d'être raciste et sexiste, ça serait pas un bon argument pour devenir encore plus raciste et sexiste qu'on l'est aujourd'hui. Donc, c'est pas éthiquement acceptable comme argument. Mais en plus, c'est très contestable du point de vue objectif. Alors, généralement, les gens sont horrifiés quand je dis ça, mais la réalité est la suivante. Dans la diversité dont tu parles, la diversité d'origine, la diversité démographique, on va dire, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas que des avantages. Il y a en particulier des inconvénients en termes de cohésion, en termes d'efficacité dans l'exécution, qui sont documentés par de nombreuses études. Donc il y a un trade-off. Là où la diversité peut être bénéfique, et est bénéfique, c'est sur la prise de décision ou sur la génération d'idées, par ailleurs, quand on a de la diversité cognitive, de la diversité d'idées, de la diversité de manières de voir le monde. Ça, évidemment, ça va améliorer la qualité des décisions, et des tas d'études le montrent. La question qui se pose derrière, c'est est-ce que la diversité démographique et la diversité cognitive sont nécessairement reliées?
C'est pas du tout évident. Les exemples qu'on donne toujours, c'est des exemples caricaturaux. Quand on dit « si vous n'avez que des hommes de 50 ans pour concevoir des jeux vidéo, vous ne concevrez pas des bons jeux vidéo ». On est bien d'accord. Si vous n'avez que des jeunes de 20 ans pour concevoir des produits pour les personnes âgées, eh ben, ils vont écrire en police 3 points sur l'emballage et personne n'arrivera à lire parce que ça ne leur vient pas à l'idée que passé un certain âge, on n'arrive plus à lire ce qui est écrit en petit. Très bien. Donc, la diversité va aider à résoudre ces problèmes-là, va aider à passer à côté d'un certain nombre d'erreurs. Mais est-ce que la diversité démographique garantit la diversité cognitive? Non. En fait, on peut très bien, et malheureusement beaucoup d'organisations le font, prendre des gens qui sont très divers et les faire penser exactement de la même manière. On peut les faire rentrer exactement dans le même moule, rentrer exactement dans les mêmes modes de pensée, leur interdire de penser différent, et beaucoup d'organisations qui ont des cultures fortes font ça très efficacement. Inversement, ou pas inversement, mais pour compenser ça, on peut mettre en place des méthodes de travail, des méthodes de débat, des méthodes de décision à la fin du débat, qui font en sorte que la diversité des idées s'exprime. Et cette diversité des idées, qui n'est pas nécessairement le résultat de la diversité des personnes, qui peut être favorisée par la diversité des personnes, mais il n'y a pas de lien bijectif entre les deux, va, elle, aider beaucoup à prendre des bonnes décisions. Donc oui, la diversité des idées est essentielle pour prendre les bonnes décisions, mais ce n'est pas la diversité démographique qui est un bien en soi. Et alors comment tu fais pour... la méthode à laquelle tu fais référence, c'est-à-dire de s'assurer de la diversité des idées, comment tu la mets en place? Est-ce qu'il y a des méthodes? Il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes. D'abord, il y a un état d'esprit avant d'avoir des méthodes. L'état d'esprit, c'est de se dire « je suis le chef, je suis le leader, mais je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas. » C'est-à-dire, si je ne commence pas par me dire que mon rôle de leader, c'est d'accepter que je ne sais pas, que je n'ai pas toutes les réponses, on en revient au premier point, mais c'est pour ça que c'est important quand on parle de leadership de redire ça. Je ne vais pas mettre en place les méthodes. Je vais venir aux méthodes dans une seconde, mais j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment absolument capital. Tout ce qu'on a appris sur le management depuis quand on est allé à l'école, si on a été dans une école de management, vient d'une époque, vient d'un siècle d'invention du management, où en fait, il y a une évidence, il y a un non-dit, un impensé, qui est que le leader, qu'on n'appelle pas le leader au début, qu'on appelle le chef, le manager, whatever, le leader est plus intelligent et plus éduqué que ses subordonnés. C'est vrai dans les armées d'autrefois, c'est vrai quand l'ingénieur Taylor dit on va vous expliquer comment organiser scientifiquement le travail parce que vous n'avez pas le certificat d'études et moi je suis ingénieur. C'est encore vrai dans les années 50 quand on imagine tous les modes de management des grandes organisations aujourd'hui. Donc l'hypothèse de base, c'est que je suis le chef parce que j'en sais plus que vous. On reproduit ça dans nos modèles français et on l'amplifie avec la hiérarchie des études qui s'impose à vie en France. Je me rappelle un de mes premiers projets quand j'étais jeune consultant. Je vois 2 gars qui travaillent ensemble et le collègue plus expérimenté avec qui je travaillais me disait lui, il doit forcément être X-min. Et je lui dis mais comment tu sais ça? Il me dit mais parce que il est dans tel rapport hiérarchique avec un X-pont qui est plus âgé ou moins âgé que lui, j'ai oublié le calcul, mais c'était évident qu'il fallait qu'il ait fait une école supérieure pour moi. C'était ça le raisonnement. Donc cette idée que je suis le chef parce que j'ai fait de meilleures études, je suis plus intelligent, je suis plus éduqué, je suis mieux informé que vous, et donc je sais mieux que vous, elle est profondément ancrée. Et donc on va pas la secouer, on va pas la déstabiliser sans des chocs assez forts. Je me rappelle une fois quand je parlais à un PDG du CAC 40, à qui je parlais de cette idée de décision plus collégiale et de reconnaissance de l'incertitude, et qui me disait, donc je comprends ce que tu dis, mais ça ne s'applique pas à moi, parce que moi, je suis plus intelligent qu'eux. Et il me le disait comme ça, parce qu'on était suffisamment proches pour qu'il me le dise comme ça. Et il ne l'aurait pas dit en public, évidemment. Bien sûr. Mais au fond, c'était ça l'idée. C'était, je suis là parce que, au fond, on m'a choisi parce que je prends les meilleures décisions. Et d'ailleurs, je suis là parce que je suis... Enfin, voilà, donc ça et on m'a choisi parce que j'étais le meilleur, et donc maintenant, mon rôle est de prendre les décisions. Et l'alibi de ça, d'ailleurs, c'est de dire... l'explication de ça, c'est de dire, si la décision n'est pas bonne, c'est de toute façon moi qui vais l'assumer. Mais, tu dis, non
Mais en fait, c'est faux comme raisonnement. C'est précisément parce que je vais l'assumer que je devrais vouloir être sûr que je prends la meilleure décision possible. L'hypothèse que je fais en pensant que la meilleure décision possible, c'est celle que je pense moi et pas celle que vous pensez vous, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je vais en assumer la responsabilité que je dois pas m'assurer de prendre la meilleure décision possible, au contraire. Donc, pourquoi est-ce que je pense que je suis tellement bon et tellement intelligent ? Parce que, pendant toute ma carrière, on me l'a répété, et que j'ai fini par devenir le patron de mon département, de mon service, de ma division, de mon unité, de ma société du CAC 40, du gouvernement, de la République, peu importe. Donc, je finis par avoir une très grande confiance en moi, et c'est normal. Qui ne l'aurait pas ? Donc, je finis par avoir une très grande confiance en moi, et je finis par oublier tout ce que je ne sais pas. Jusqu'au moment où une grande claque d'incertitude vient nous rappeler qu'on n'a pas tout sous contrôle. Ça peut être une grande transformation technologique, digitale, ça peut être une grande crise économique, ça peut être une grande pandémie. Il y a des grands moments comme ça où tout d'un coup on est secoué dans nos certitudes, on est rappelé à la réalité de l'imprévisibilité du monde, et tout de suite après, on recommence comme si de rien n'était. C'est ça qui est assez dingue. Tu vois, un truc frappant. En 2020, on voit donc arriver la pandémie. Et que font toutes les boîtes ? Elles refont leur budget. Elles refont leur budget. Elles disent, on est en mars 2020, on ne va pas atteindre les objectifs 2020, donc on refait le budget. Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles refont exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elles refont un budget avec des chiffres différents. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, ce que nous montre cette situation, c'est que l'avenir est imprévisible, la conclusion qu'elles en tirent, c'est ce que nous montre cette situation, c'est qu'on a fait une mauvaise prévision, il faut en faire une nouvelle. Mais la nouvelle prévision, comme l'ancienne, fait l'hypothèse qu'on est capable de prévoir. Sinon, on ne ferait pas de prévision. Et là où on devrait se dire qu'en fait, on est incapable de prévoir, tout ce qu'on est capable de se dire, c'est qu'on va prévoir autre chose. En fait, c'est assez fondamental, cette remise en cause qu'il faut être capable de faire. C'est de se dire, au fond, il y a des moments où on n'est pas capable de prévoir, et à tout moment, on est beaucoup moins capable de prévoir qu'on ne le croit, on est beaucoup moins capable de savoir qu'on ne le croit, on est dans beaucoup plus d'incertitudes qu'on ne le pense. Donc j'y insiste lourdement, parce que si on ne rentre pas dans cet état d'esprit-là, on ne va rien faire de toutes les méthodes. Ensuite, on peut parler des méthodes. Mais le premier état d'esprit, c'est de se dire, oui, je suis responsable, oui, je vais assumer les conséquences de la décision, oui, c'est moi qui vais décider, oui, on va trancher à un moment, on ne va pas rester dans l'incertitude éternellement, mais il faut que j'accepte que, avant le moment où on va trancher, je ne sais pas. Et donc, je veux entendre ce que vous avez à dire, je veux savoir ce que vous pensez, je veux accéder aux faits et aux informations que vous avez et que moi je n'ai pas, et ensuite je vais décider. D'ailleurs, tu parlais de Jeff Bezos tout à l'heure. Jeff Bezos, c'est un de ces patrons dont j'ai entendu parler, tu vois, évidemment, mais qui parfois prend des décisions contre lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il a un collège de personnes qui le conseillent. Et parfois, il y a des décisions avec lesquelles il n'est pas d'accord, mais qu'il valide malgré tout. Parce qu'il fait confiance au process. Il fait confiance à la méthode. Quand on dit process en France, les gens sont horrifiés. Ils disent, mon Dieu, c'est de la bureaucratie. En fait, c'est ça, un bon process. C'est de dire, j'ai mis en place une méthode de décision avec dedans des gens en qui j'ai confiance, qui prennent un certain nombre d'informations, et quelquefois, forcément, ces gens vont ne pas être d'accord avec moi. Si c'est pour qu'ils soient toujours d'accord avec moi, ça ne sert à rien. Donc quelquefois, ils ne vont pas être d'accord avec moi, et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que quand ils ne sont pas d'accord avec moi, je valide, comme tu dis, la décision qu'ils ont prise, parce que je pense que la méthode est la bonne ? L'expérience, et la science, en l'occurrence, suggère que c'est la bonne manière. Mais c'est très dur. Il y a peu de gens qui, comme Jeff Bezos, sont capables de faire ça. Souvent, ceux qui sont capables de faire ça sont ceux qui sont capables parce qu'ils sont obligés. En fait, parce qu'ils sont dans une gouvernance qui est plus démocratique. Un exemple qui me vient à l'esprit, j'ai longtemps été dans un grand cabinet de conseil, on avait, pour prendre un certain nombre de décisions, des processus qui étaient collégiaux parce qu'on était un partnership. Donc typiquement, une décision de recrutement, une décision qui est prise par un comité, et je me rappelle des tas de débriefs de comité où je me disais, mais c'est absurde, je suis certain que ce candidat est génial et qu'on devrait le recruter, mais il y avait quelqu'un de beaucoup plus junior que moi qui disait, non, moi je mets mon veto, parce que je le sens pas, ou parce que pour moi il ne passe pas les critères, c'est pas parce que je le sens pas, mais c'est parce que dans mon jugement il ne passe pas les critères, et la règle était que le jugement d'une personne qui disait non pouvait s'opposer à une personne même beaucoup plus senior qui disait oui. Et je respectais cette règle, parce que j'avais pas le choix. Si j'avais eu le choix,
je lui aurais mis 2 claques, et je serais devenu un patron comme ceux que je te dis qu'il ne faut pas être. Ouais. Donc cette tentation, elle est très forte, elle est très humaine. Et on a souvent tendance à se dire que j'ai pas passé toutes ces années à gravir les échelons de l'organisation pour au final m'en remettre à un process. Si je suis tellement exceptionnel, exceptionnel, si je suis arrivé tellement haut, c'est parce que je suis tellement exceptionnel. Et donc mon jugement doit être le bon. Et d'ailleurs j'ai tellement plus d'expérience qu'eux, et j'ai eu tellement plus de succès qu'eux, que mon jugement est forcément meilleur. Et ça, c'est un grand piège. Un grand piège. On parlait tout à l'heure des méthodes. Est-ce qu'il y a des méthodes que des patrons qui nous écoutent peuvent mettre en place? Est-ce que tu as vu des choses? Une fois qu'on a l'état d'esprit, j'en viens maintenant à ta question précédente. Une fois qu'on est dans cet état d'esprit, comment je fais en sorte que les gens qui sont autour de moi me disent ce qu'ils pensent? Comment est-ce que je fais en sorte d'être un leader qui permet à la diversité, dont on parlait tout à l'heure, à la diversité des opinions de s'exprimer? Là, en général, quand je parle de ça avec des leaders, ils me disent « Ah non, mais moi, il n'y a pas de problème. Non, chez moi, il n'y a pas de problème. » Les gens s'expriment très librement avec moi. Très librement, parce que, vous voyez, je suis très sympathique. Je suis vraiment un type formidable, et puis je suis très ouvert et très inclusif, et je tiens beaucoup à ce que les gens s'expriment. Quand vous allez leur parler à eux, vous entendez généralement un son de cloche un peu différent. Alors, ils ne vous disent pas « non, c'est un tyran ». Ils vous disent « on sait quels sont les sujets sur lesquels on peut le challenger, et quels sont les sujets sur lesquels il ne faut pas ». Non, ils ne sont pas idiots, ils savent qu'il y a des sujets sur lesquels il faut faire attention. Bon. Alors, si vous voulez vraiment, si vous êtes un leader qui nous écoute, et que vous voulez vraiment adopter un style de leadership dans lequel vous allez faire émerger l'intelligence collective de votre organisation, dans lequel vous allez réellement utiliser cette diversité que vous avez, réellement utiliser les talents de votre équipe. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, une chose toute bête, première chose, vous pouvez changer la manière d'animer vos réunions de décision. Une chose hyper simple et hyper pratique que vous pouvez faire demain matin, c'est avant de faire le traditionnel tour de table, où vous dites « bon, je voudrais savoir ce que chacun pense de cette proposition », ou « je voudrais savoir, si on est en train de recruter, ce que chacun pense de chaque candidat », vous allez vous abstenir de signaler, y compris par votre body language, ce que vous pensez, et vous allez demander à chacun d'écrire sur une feuille de papier, en 2 minutes, les bullet points de ce qu'il pense. Ensuite, on fait le tour de table. Le simple fait qu'on ait chacun écrit avant de parler nous force à cristalliser ce qu'on pense et fait en sorte qu'on ait un petit peu moins de groupthink. Le groupthink, c'est que si on est tous autour de la table, et le premier qui se trouve être le premier à parler, peut-être pas complètement par hasard d'ailleurs, dit « Ah oui, chef, moi je pense que cette proposition est super ». Le deuxième dit « Ah oui, moi aussi je suis d'accord ». Le troisième dit « Absolument, je suis tout à fait d'accord avec mes 2 collègues ». Et vous êtes le 4e et que vous pensiez que ce n'était pas une bonne idée, c'est devenu drôlement dur de parler. Si vous aviez écrit avant « Voilà les 5 raisons pour lesquelles je pense que c'est une idée stupide », c'est un petit peu plus facile, et puis surtout un petit peu plus difficile de vous déjuger alors que vous regardez vous-même la page que vous avez écrite il y a 2 minutes. Donc c'est un petit truc super simple que franchement on devrait appliquer dans toutes les décisions, dans toutes les réunions de décision. On peut le faire demain matin, ça ne coûte rien, ça coûte 2 minutes. Bon. Ensuite, on peut faire des choses un tout petit peu plus sophistiquées. Une chose un tout petit peu plus sophistiquée, mais vraiment pas compliquée, c'est ce qu'on appelle le pré-mortem. Inventé par un psychologue qui s'appelle Gary Klein, le pré-mortem, c'est une technique où on est toujours dans la même réunion de décision, on est sur le point de décider, on va prendre une feuille de papier, mais cette fois, on n'est pas en train de faire le tour de table, on est sur le point de décider, et le leader va dire « Imaginons qu'on est dans 3 ans ou 5 ans, et que la décision qu'on est sur le point de prendre a été un échec total, et que nous sommes réunis ici, on est en 2029, pour en faire le post-mortem, pour en faire l'autopsie. Que s'est-il passé? Et là, on prend 2 minutes, 120 secondes, où chacun écrit l'histoire de ce qui s'est passé. Voilà pourquoi cette décision a été un échec terrible. Et ensuite, on fait le tour de table. Ce que vous faites en faisant ça, c'est que, au lieu de faire ce qu'on fait d'habitude, qui est de dire, bon, est-ce que quelqu'un a des objections? Est-ce que je voudrais être sûr que vraiment on est tous d'accord, hein? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont des doutes? Et où, bien sûr, évidemment, personne ne dit « Oui, moi, chef, je pense toujours que c'est une mauvaise décision. J'ai bien compris qu'on allait la mettre en œuvre, mais je pense que c'est une mauvaise décision. » Vous forcez, d'une certaine manière, les gens à exprimer des doutes qu'ils n'auraient pas exprimés. Donc vous allez faire émerger la diversité des idées et la contradiction. Alors toutes ces techniques, et il y en a plein d'autres,
il y en a des plus sophistiquées, mais des plus lourdes aussi. Toutes ces techniques ont pour but de faire sortir de la contradiction, de reconnaître l'ambiguïté, de reconnaître l'incertitude. Si ce que vous voulez, c'est de la convergence, si ce que vous voulez, c'est que les gens vous disent qu'ils sont d'accord avec vous, vous n'allez pas faire ça. Ça, c'est ce que vous allez faire si vous voulez entendre que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Et souvent, l'inquiétude qu'ont les dirigeants quand on parle de ça, c'est qu'ils disent « oui, mais après, on fait comment ?» Comment je garde ma position de leader si les gens ne sont pas d'accord? Voilà. Une fois que j'ai entendu qu'il y a des gens qui pensent blanc et qu'il y a des gens qui pensent noir, et que moi je pense blanc, qu'est-ce que je fais? C'est là qu'en fait, vous avez besoin d'être un vrai leader. C'est là que vous avez besoin d'un vrai courage de leadership. Le vrai courage du leader, c'est pas de manipuler les gens pour leur donner l'impression qu'ils ont été entendus, ce qui d'ailleurs ne trompe personne. Hein, c'est de dire, je vous ai réellement écouté, je vous ai réellement entendu, j'ai entendu les raisons pour lesquelles il y a des gens qui pensent blanc, et ces raisons sont intéressantes. Et je suis content que vous les ayez exprimées, j'ai entendu les raisons pour lesquelles il y a des gens qui pensent noir, elles sont intéressantes aussi. Vous êtes plus nombreux à penser blanc que noir, on va faire noir, parce que c'est pas la majorité qui tranche, c'est moi, parce que c'est moi qui assumerai la décision, et que c'est pour ça que je suis là. Voilà les raisons pour lesquelles on choisit noir, et on choisit pas blanc. Et quand je dis ça, les gens me disent « oui, mais les gens qui ont dit blanc, ils vont être démobilisés, ils vont être... ils vont pas se sentir écoutés. Ils vont pas se sentir écoutés. » C'est exactement le contraire. Et il y a là-dessus des études tout à fait intéressantes. Les gens qui ont été réellement écoutés, et à qui on explique réellement pourquoi est-ce qu'on va prendre la décision opposée de celle qui est recommandée, sont beaucoup plus engagés à appliquer la décision que vous allez prendre que si vous ne les ayez pas écoutés. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent réellement entendus. Ils se sentent réellement consultés. Ils se sentent réellement respectés. Ils savent que la prochaine fois, ils auront peut-être gain de cause, parce que le processus est juste, et que dans un processus juste, on ne peut pas gagner à tous les coups, parce que la décision était difficile, et que dans une décision difficile, tout le monde ne peut pas être d'accord. Et ce sont des gens intelligents. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On ne gère pas des gens intelligents, cultivés, éduqués, comme on commande des soldats à qui on dit d'aller au front se faire tuer. C'est pas ça. Et bizarrement, un certain nombre de leaders, encore aujourd'hui, pensent qu'on peut manipuler, il n'y a pas d'autre mot, des gens intelligents, en créant du consensus, en les faisant adhérer, comme on dit quelquefois. Une sorte de consensus. Oui, on dit en faisant participer les gens à la décision. Je compte plus les fois où j'ai entendu des gens m'expliquer « bon, on a décidé qu'on allait faire ça, mais on voudrait que les gens se l'approprient. » Mais ça veut dire quoi exactement que les gens se l'approprient? Ça veut dire qu'on a déjà décidé et on veut les embobiner comme s'ils avaient 6 ans et demi en leur faisant croire que c'est de leur propre gré qu'ils vont manger leurs épinards. Mais ils n'ont pas 6 ans et demi. Et d'ailleurs, même avec votre enfant de 6 ans et demi, ça marche pas. D'ailleurs. Donc, cette espèce de manipulation soft qui consiste à essayer de faire émerger un consensus en disant bon, je crois qu'on est tous d'accord, mais bien sûr, s'il y a des divergences, je voudrais les entendre, parce que je suis un leader bienveillant. Ça ne trompe personne. Ça ne trompe personne. Ce qui implique beaucoup plus les gens et qui les fait beaucoup plus réellement participer, c'est d'avoir un vrai process, un due process, comme on dit quelquefois par analogie avec le due process of law, où on va réellement entendre, on va réellement respecter les avis divergents, et ensuite on va trancher, et parce qu'on est le leader, on affirme son droit à trancher, on affirme sa responsabilité de trancher, et c'est d'autant plus important d'avoir du vrai leadership dans la prise de décision qu'on aura entendu des points de vue divergents. Et dans ce que j'entends, c'est aussi cette idée que peut-être que la première fois ça va être compliqué, mais en fait c'est la répétition du process qui fait que les gens ont confiance dans le processus. Alors la première fois ça va être compliqué parce que les gens ne croiront pas, si vous avez jusque-là pas entendu, pas fait en sorte que les gens s'expriment, ils ne croiront pas que vous voulez réellement qu'ils s'expriment. Donc ce qui sort typiquement quand vous faites votre premier pré-mortem, si vous avez été un chef traditionnel, c'est que les gens n'écrivent rien et disent non, je crois que ça va bien réussir. Ou s'il y a vraiment des faillots, ils disent bon chef, on est en 2029 et le projet a échoué parce que vous êtes parti prendre un job encore plus important et que sans votre leadership charismatique, il ne pouvait pas réussir. Donc, clairement, les gens ne jouent pas le jeu. Bon, vous allez le faire une fois, ça va pas marcher, vous allez le faire une deuxième fois, ça va marcher mieux, et votre équipe va s'habituer à comprendre que vous avez réalisé, vous avez compris que vous ne savez pas tout, j'en reviens toujours là, que vous avez besoin d'eux, que vous avez envie qu'ils s'expriment et besoin qu'ils s'expriment pour prendre la meilleure décision possible, et que ça ne veut pas dire que vous abdiquez votre responsabilité de chef et que la décision va être prise à la majorité.
Au contraire. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci.